Morning News. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce Joliba Morning News. La jeunesse de Kati a organisé ce samedi 13 novembre 2021 un point de presse pour informer l'opinion nationale et internationale de l'organisation d'une super coupe de soutien à l'armée et à la transition. Eladi Malik Guité y était, suivant son reportage. La population de Kati, ville garnison du Mali, se mobilise pour soutenir la transition. C'est l'objectif principal de l'organisation d'une super coupe dédiée à cette cause. Ce samedi 13 novembre 2021, les organisateurs de cet événement ont animé un point de presse pour informer la population. La compétition, c'est quand même une super coupe interquartier qui se jouera dans les 6 terrains de Kati. Et pratiquement, il y aura tous les quartiers de Kati qui seront concernés par cette activité. Donc ça va débuter à partir du 21 de ce mois pour quand même aller jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc l'objectif, comme je l'ai dit tantôt, c'est quand même passer un message au-delà quand même du sport, passer des messages de paix, des messages de cohésion sociale. Pour ce faire, les initiateurs de ces tournois ont rassemblé toutes les couches sociales de la ville de Kati. Et cet événement n'a d'autre objectif que d'apporter la cohésion sociale, la paix et l'inclusivité, je veux dire, de tout le monde autour de la transition. Donc, raison pour laquelle les femmes et les jeunes de Kati se sont donné la main pour montrer ici aussi à la communauté nationale et internationale que nous sommes plus que jamais engagés vraiment pour cette transition qui est une cartouche, je dirais même une dernière cartouche pour la survie de ce pays-là. Cette initiative est très bien appréciée par le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille qui parraine l'événement. Cette compétition est un message de cohésion. Cohésion entre les filles et les fils de ce pays. Cette cohésion, c'est celle qui mène à tout. Si nous sommes ensemble, nous serons invincibles. Je dis bien invincibles. Pour rappel, 13 équipes de différents quartiers de Kati participent à cette super coupe de soutien à la transition. Ces équipes ainsi que les arbitres qui vont officier les matchs ont tous reçu des équipements avant le début des hostilités. Dans la dynamique de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, Jocolabs, en partenariat avec le Centre malien pour la propriété industrielle CEMAPI, ont organisé du 8 au 9 novembre dernier le village de l'entrepreneur. Occasion pour les initiateurs de créer un cadre d'échange entre jeunes entrepreneurs et les experts en la matière. La cérémonie de clôture de l'événement a eu lieu ce vendredi 12 novembre 2021, suivant le reportage de Aïssata Traoré et Eladi Malik Guité. Ce sont plusieurs jeunes venus de divers horizons qui ont participé à ce cadre d'échange et d'opportunités initié par Jocolabs. Durant 2 jours, les participants ont largement discuté sur leur parcours entrepreneurial, les difficultés ainsi que la valorisation des ressources disponibles pour entreprendre convenablement au Mali. En fait, cette cérémonie Écho des entrepreneurs est dédiée en fait aux défis entrepreneuriaux. L'objectif, c'est d'inspirer ceux qui souhaitent se lancer par l'expérience de ceux qui ont déjà franchi le pas, qui viennent partager les défis et les échecs auxquels ils ont été confrontés dans leur parcours entrepreneurial. Seydoussi, initiateur du village de l'entrepreneuriat, se félicite de cette rencontre qui a permis aux participants de montrer la diversité des talents et inspirer les novices. Nos attentes ont été parfaitement atteintes, surtout que les 2 premiers jours, nous avons donné les outils pour aborder, pour entreprendre convenablement au Mali. Et cette soirée qui vient clore l'initiative sert à inspirer. Donc je pense qu'au terme de cette semaine, les entrepreneurs qui ont participé à cet événement ressortent avec des réponses à des préoccupations qu'ils avaient. Selon les jeunes entrepreneurs qui ont participé à ce village entrepreneurial, cet exercice de 2 jours a été un tremplin pour eux, un cadre de donner et de recevoir. Je félicite l'initiative parce que ça nous montre réellement que l'entrepreneuriat n'est pas forcément... tout n'est pas rose dans l'entrepreneuriat. Il y a des moments d'échec et des difficultés surtout que l'entrepreneur est appelé à affronter. Et ce soir, nous avons des grands orateurs qui sont avec nous, des grands entrepreneurs, je vais dire. Ils nous ont partagé, on va dire, leurs nombreux échecs que moi j'appellerais forcément
les nombreux problèmes qu'ils ont surmontés au fil des années. Ça nous permet à nous, en tant que jeunes entrepreneurs, d'apprendre de ces échos et de nous en servir dans nos différents business. Au cours de cette rencontre, de nombreux panels ont été animés sur les sujets qui préoccupent les entrepreneurs et partant les éventuelles solutions susceptibles d'atteindre les objectifs. Cette initiative, elle permet de mettre en place un cadre d'échange parce je pense que l'entrepreneuriat au Mali aussi est basé sur beaucoup d'idées construites qui ne sont pas forcément vraies. Et le fait d'avoir ce genre d'initiative permet de poser un vrai regard sur comment ça se passe vraiment et permettre aux entrepreneurs d'avoir une meilleure idée et de se lancer vraiment dans une réalité qui est la leur. Notons que depuis quelques années déjà, Joko Labs Bamako célèbre l'entrepreneuriat avec ses partenaires. Abdoulaye Bari, ancien rédacteur en chef de Africable Télévision, était l'invité de l'émission En toute liberté de la semaine. Notre confrère s'est exprimé sur son parcours, sa relation avec les hommes politiques et son regard sur la situation sécuritaire du pays. Aruna Salia Kone pour le décryptage. Abdoulaye Bari, qui se considère désormais comme ancien journaliste, fut l'un des grands intervieweurs de l'espace médiatique sous-régional. Il comptabilise la réalisation de l'interview de plusieurs chefs d'État. Un succès rendu possible selon lui grâce à la rigueur qu'il met dans la préparation de chaque numéro. Ma vie est une vie de passion en toute humilité. Je me mettais tellement de pression. C'est dit que c'était la douleur. Moi, je préparais mes émissions dans la douleur. Si j'avais une interview, par exemple, à 8 heures, je vous avoue que même si je me couche, je ne peux pas fermer l'œil. C'est au petit matin que je vais me lever, prendre un café, partir. La préparation, elle est à plusieurs niveaux. Il y a un niveau de recherche pour avoir des informations sur la personne, pour maîtriser le sujet. Mais il y a une autre préparation qui est la préparation mentale. Comment être sur le plateau? Comment, puisque c'est un ring. Celui qui a eu à interviewer plusieurs chefs d'État et hommes politiques s'est réjoui d'être parvenu à être équidistant entre le journalisme et la politique pour éviter tout conflit d'intérêts. Quand j'étais journaliste, j'avais des relations de journaliste à homme politique. Voilà, il n'y avait pas de collision entre les hommes politiques et moi. Et je ne pense pas que j'ai eu une relation affective avec un homme politique. Je pense que véritablement, ça s'est limité à l'aspect journaliste-homme politique. Analyse des questions sécuritaires. M. Bari trouve que la stratégie militaire actuelle au Sahel est un fiasco. En termes de résultats, je pense que les résultats sont largement en deçà des attentes. Je parle par exemple du G5 Sahel qui à l'origine était véritablement un projet qui avait suscité énormément, on va dire, d'espoir. Mais à l'arrivée aujourd'hui, depuis 2014, la création du G5 Sahel, on a le sentiment que 6 ans après, le terrorisme n'a fait qu'avancer au lieu de reculer. Avec le résultat peu satisfaisant de la méthode militaire, Abdoulaye Bari propose celle du dialogue avec les groupes armés locaux. Des groupes terroristes qui obéissent à une logique transnationale, donc qui repose sur une dimension idéologique. Donc le djihad, comme eux ils le disent entre guillemets, et ces groupes-là ont leur parrain ailleurs, c'est-à-dire l'État islamique et Al-Qaïda. Bon, je pense qu'il serait un peu difficile de négocier avec eux, mais à l'interne, il y a d'autres types de groupes qu'on appelle souvent des mouvements insurrectionnels parce que généralement, c'est des gens qui ont rejoint par désir de vengeance. Abdoulaye Bari, après une brillante carrière dans le métier de l'information, s'est converti consultant des questions sécuritaires et analyse politique. Là aussi, il les fait avec brio. Jules Janet avait raison. Le journalisme mène à tout, à condition d'en sortir. À présent, suivons l'actualité internationale avec Fanta Diarra. Les habitants de Bamenda, dans la partie anglophone du Cameroun, manifestent après la mort d'une fillette tuée sur le chemin de l'école par les tirs d'un policier qui poursuivait le chauffeur d'une moto. Une écolière a été tuée vendredi par des tirs d'un policier, la deuxième en moins d'un mois. Dans la partie anglophone du Cameroun, en proie à un sanglant conflit, a déclaré le gouverneur local. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de la mort de la jeune fille, qui rentrait de l'école dans le nord-ouest anglophone, a déclaré devant la presse le gouverneur de Bamenda, Adolphe Lélé Lafrique. Il a précisé que le policier auteur des tirs a été placé en garde à vue. Le chef de l'État Paul Biya m'a appelé pour me faire part de sa profonde préoccupation après cet incident, a-t-il poursuivi. Le 15 octobre dernier, un gendarme a tué une écolière de 5 ans à Buea, dans la région du sud-ouest anglophone, avant d'être lynché à mort.
Des centaines de personnes avaient alors manifesté leur colère en portant la dépouille de l'enfant. Les autorités appellent la population au calme. Les deux camps sont également régulièrement accusés par les ONG internationales et l'ONU d'exactions ou de crimes contre les civils. Cette insurrection avait éclaté en fin 2017 après de nombreuses manifestations d'une partie de la minorité anglophone qui s'estimait ostracisée. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, dépose un bouquet de fleurs blanches en face de la terrasse du bar Le Carillon, en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Accompagnée de son mari Doug Emhoff, Madame Harris, qui achève samedi une visite de 4 jours en France, a déposé aux environs de 12 heures un bouquet au pied de la plaque qui rend hommage aux victimes des fusillades sur les terrasses des bars Le Carillon et du restaurant Le Petit Cambodge du 10e arrondissement avant de se recueillir quelques instants. Elle a ensuite traversé la rue pour entrer brièvement dans le bar Le Carillon. Le bar Le Carillon et le restaurant Le Petit Cambodge faisaient partie de la tournée d'hommage effectuée un peu plus tôt dans la matinée par les autorités françaises, menée par le Premier ministre Jean Castex et la maire de la capitale française Anne Hidalgo, 6 ans après les attentats qui ont fait 130 morts à Saint-Denis et Paris. Quelques images ce samedi matin à l'intérieur du site Glasgow où se tient la COP26 alors que la présidence britannique espère arracher dans la journée un accord pour freiner le réchauffement de la planète. Les négociations butent toujours sur l'épineuse question de l'aide financière aux pays pauvres. Après un sommet accueillant plus de 120 chefs d'État, des annonces en tout genre sur les forêts ou le méthane et 2 semaines de négociations serrées sur de nombreux sujets explosifs, la présidence espère boucler samedi les difficiles négociations avec un jour de retard sur le calendrier prévu et réussir ainsi à garder vivant l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, celui de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors que le monde se trouve toujours, selon l'ONU, sur la trajectoire catastrophique d'un réchauffement de plus de 2,7 degrés Celsius, le nouveau texte préserve les avancées en matière de réduction d'émissions et sur les énergies fossiles, principale source de gaz à effet de serre. Les pays les plus pauvres risquent d'être perdus de vue. Les prochaines heures doivent faire changer ce cap. Ce qui est sur la table n'est toujours pas assez, a commencé l'ONG Oxfam, alors que Greenpeace appelait les pays développés, en particulier les États-Unis, à faire plus sur les financements et à tenir bon sur les énergies fossiles, dont la mention hérisse les pays producteurs. Les discussions sont compliquées par la méfiance des pays pauvres, puisque les pays riches n'ont toujours pas tenu leurs promesses faites en 2009 de porter à partir de 2020 leur aide climat au sud à 100 milliards par an. Les pays pauvres accusent aussi les pays développés de vouloir leur imposer de faire plus pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre alors qu'ils ne se sont pas rassemblés du changement climatique. Depuis 18 mois, Md Sharif Ad-Din, travailleur immigré à Singapour, doit passer ses jours de repos dans un dortoir surpeuplé et n'a plus accès aux espaces publics à cause des règles strictes imposées aux migrants contre le Covid-19. Les migrants venus d'Asie du Sud pour travailler dans la riche cité-État sont plus de 300 000 à vivre dans de vastes foyers avec des chambres d'une douzaine de lits superposés. Au début de la pandémie, le nombre de cas de Covid-19 a vite flambé dans ces complexes qui fournissent cantines, magasins et autres services pour les migrants. Des restrictions et un système de traçage drastique ont été imposés dans toute l'île d'Asie du Sud-Est pour contenir le virus. Md Sharif Ad-Din, travailleur bangladais immigré à Singapour. Ça fait plus d'1 an qu'on vit comme ça. Nous ne sommes autorisés qu'à aller au travail et à la maison. Aller-retour, nulle part ailleurs. C'est comme être assigné à résidence. C'était si douloureux de voir nos espoirs d'un jour meilleur se retourner contre nous. Surtout ceux d'entre nous qui vivent dans le détroit. Nous sommes confrontés à des pressions mentales de plus en plus fortes de la part du gouvernement. Nous, les travailleurs, habitant dans le détroit, sommes confrontés à des problèmes psychologiques en raison de la pression accrue exercée par les autorités. Nous ne pouvons partager nos problèmes avec personne. Parfois, je me dis que j'ai perdu 2 ans de ma vie. J'ai juste gagné de l'argent pour survivre, mais je ne peux pas améliorer ma situation. Donc, je peux dire que c'est comme zéro.
Ces restrictions ont pour l'essentiel été levées malgré une nouvelle forte vague épidémique et les Singapouriens ou résidents vaccinés peuvent librement faire du shopping, aller au restaurant et bientôt voyager. Mais la situation est tout autre pour les migrants qui ne peuvent, sauf rare exception, qu'aller travailler ou rester dans leur hébergement. Les migrants font face à des problèmes psychologiques et leurs droits fondamentaux en tant que travailleurs et êtres humains ne sont pas respectés, dit-il. Cette vie de prison n'est pas saine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce Joliba Morning News. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Morning News.